Aujourd'hui, dans Toile, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Théo Curin, le double champion du monde de nage handisport. Le sport, c'est ce qui tient une place prépondérante dans sa vie, mais il est aussi acteur, modèle et peut-être même un petit peu influenceur. Il a un parcours très impressionnant et inspirant, mais qui est vraiment Théo Curin? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Scroller, liker, commenter, influencer. Que signifie l'influence ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la toile des réseaux sociaux ? Et qui sont celles et ceux qui la tissent ? Je suis Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, et vous écoutez Toile, le podcast qui explore l'envers des likes. Bonjour Théo. Salut. Bienvenue dans Toile. Merci. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Alors je vais te raconter un petit peu comment ça va se dérouler pour que tu sois quand même rassurée. Donc aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux principalement, de ton métier aussi un petit peu d'influenceur. Je pense que c'est le terme. Alors dans un premier temps on va faire la première partie qui s'appelle Sur la toile. Okay. L'idée en fait c'est de parler de ce que tu montres sur les réseaux, ce que tu acceptes de montrer, donc ce qu'on connaît un petit peu de toi. Et puis ensuite la deuxième partie ça sera Sous la toile, qui est un petit peu plus deep. Celle-là elle est un petit peu plus compliquée cette partie parce qu'on va vraiment aller creuser avec des questions en fait un peu plus personnelles, privées, et t'as le droit de me jeter le micro à la tronche si vraiment tu dis non là c'est trop. Mais l'idée en fait c'est de permettre aux gens de te connaître aussi un petit peu plus et de parler de ce que tu ne montres pas sur les réseaux. Ok. T'es prêt ? Ouais. Parfait. Pas de souci. Alors Théo, t'es nageur paralympique, mais dans ta bio Instagram, t'as aussi marqué plein d'autres trucs. T'as écrit modèle, acteur, chroniqueur, conférencier. Ça fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on pourrait revenir aux bases de ton parcours ? Comment est-ce que tu as commencé tout ça ? D'où ça vient ? Enfin, vraiment, raconte-moi la base de la base pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, j'ai 22 ans, mais j'ai eu déjà... même si je suis très jeune, une vie assez atypique, parce que moi, je suis tombé malade suite à une méningite bactérienne quand j'avais 6 ans. Je pense que c'est le début, on va dire, de ma vie d'aujourd'hui. Cette méningite, en fait, elle a provoqué l'amputation de mes 4 membres, mais quand on vit des opérations aussi fortes que celle-ci, bah forcément, on passe beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de temps au centre de rééducation. Et après ça, en fait, j'ai fait des rencontres. Et ça m'a donné envie, en fait, de me dépasser, tu vois. Je trouve que quand il nous arrive un pépin très important dans la vie, ça te permet de comprendre, en fait, l'importance de vivre à 100 000%. Tu sais, cette phrase qu'on nous dit depuis tout petit, profite de la vie, on n'en a qu'une. Et bah, quand t'as failli y passer, en gros, tu te rends vraiment compte de l'importance de cette phrase. Et quand je suis sorti de l'hôpital et du centre de rééducation, je me suis fait cette promesse. Et ça explique peut-être, justement, toutes ces choses que j'ai la chance de faire aujourd'hui, parce que j'ai envie de plus rien me refuser aujourd'hui. Dès que j'ai une idée, une ambition, j'essaye d'aller au bout. Et voilà, après, avec évidemment plein d'étapes. Je suis pas arrivé du jour au lendemain à être nageur paralympique. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices aussi, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et à quel moment tu t'es rendu compte que les gens commençaient vraiment à te suivre et qu'il a commencé à avoir un engouement autour de toi ? Est-ce que c'était avant les Jeux ? Est-ce que c'était après ? Comment vraiment pour toi tu t'es dit ok là j'ai quand même en fait une certaine audience sur les réseaux ? En fait ça s'est fait progressivement. Déjà j'ai vu que les choses étaient en train de changer, on va dire dans mon entourage, on va dire entourage entre guillemets professionnel dans le sport. Je voyais que moi, en fait, je suis parti de chez mes parents à l'âge de 13 ans pour faire du sport-études. Ah ouais, d'accord. Donc moi, je suis né à Nancy, en Lorraine, et je suis parti à Vichy, en Auvergne, donc à 500 km. Ouais, c'est très loin quand même, surtout à 13 ans. Quoi. Et à 13 piges, t'imagines, forcément, t'es pas tout à fait autonome déjà en temps normal, mais encore plus moi avec mon handicap. Donc forcément, c'était un petit peu flippant. Mais j'ai tout de suite vu, en fait, dans mon entourage sportif, on va dire, quelque chose de différent qu'avec les autres nageurs, parce que j'avais l'impression qu'ils misaient un petit peu une pièce sur moi, notamment mon coach, parce que voilà, j'avais peut-être des qualités de nageur que les autres gamins de mon âge n'avaient pas, et ça, j'ai trouvé ça super cool et ça m'a motivé pour progresser. Et c'est vrai que le déclic, on va dire, ça a été vraiment les Jeux paralympiques. Quand je suis parti à Rio, parce que c'était aux Jeux paralympiques de Rio, j'ai vu un réel changement, notamment parce que j'étais le plus jeune de la délégation française à partir là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus jeune T'avais quel âge que à ce moi. moment-là ? J'avais 16 ans.
Non, mais c'est impressionnant. J'avais 16 ans. 16 ans. Tu sais ce que je faisais à 16 ans? Je faisais des vidéos dans ma chambre. Bah ouais, mais tu vois, chacun son truc. Non, mais il faut avoir une forme de courage aussi pour parler à une caméra. Ouais, enfin bon, là, on n'est pas sur le même type de courage. Non, mais tu vois, je sais pas, justement, moi, je trouve tout ça admirable dans tous les sens. Mais c'est vrai que, voilà, en étant le plus jeune de la délégation française, à partir là-bas, ça m'a fait un petit peu connaître du grand public. On le sait, hein, déjà, il y a une réelle différence entre les Jeux olympiques et paralympiques. Ouais. Et en fait, les Jeux de Rio, c'est là où on entendait de plus en plus parler des sportifs paralympiques. Et moi, je faisais partie des privilégiés, entre guillemets, qu'on entendait parler pendant ces Jeux-là. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir mes premiers followers. Et c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que ça pouvait véhiculer en fait une image un peu d'espoir aussi sur les réseaux sociaux. Tu as eu l'impression qu'il y a des gens qui se sont identifiés à toi? En fait, tout de suite, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite rendu compte de ça, et je pense que tu vas pas dire que je dis des bêtises, parce que j'ai l'impression que dès qu'on a une petite popularité, audience, j'ai l'impression que les gens tout de suite arrivent à s'identifier. Et c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'ai déjà reçu des messages, et on le voit comme ça, des messages de personnes qui te disent « Ah ouais, c'est génial ce que tu fais, moi ça me motive, ça me donne de l'énergie, j'ai envie de me remettre au sport, tu m'as permis de reprendre confiance en moi. » Et je trouve que ça, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Toi, ça t'a fait du bien. Bah ouais. Après, c'est important de dire aussi que je fais pas tout ce que je fais aujourd'hui pour les autres. J'ai pas envie de passer pour un connard en disant ça, mais je pense que c'est hyper important aussi de penser dans un premier temps à soi. Ouais. Faut pas s'oublier personnellement. Et en fait, à partir du moment où tu es épanoui personnellement, tu peux peut-être penser un petit peu aux autres. Donc moi, je suis très heureux, très épanoui dans tout ce que je fais, mais je fais tout ça parce que c'est un kiff personnel. Parce qu'à la base, c'est un truc que t'aimes, quoi. C'est ça, je suis hyper heureux de faire ça. Et si en plus de ça, ça peut aider les autres, ça peut les motiver, ça peut leur redonner espoir, c'est le plus beau des cadeaux, c'est la plus belle des récompenses. Ouais, c'est vrai. Comment tu définirais ton contenu sur les réseaux aujourd'hui? Waouh, vaste question. C'est une vaste question, là. C'est un bac, c'est un sujet de bac de philo, là, tu vois. Vous avez 4 heures, monsieur Théo Curin. Allez, hop. Non, mais en fait, moi, j'ai pas une ligne éditoriale précise, tu vois. Évidemment, on va dire que principalement, je parle de sport, je parle de mes défis, de mes ambitions sportives. Mais ouais, je serais incapable de dire réellement ce qu'il y a sur mes réseaux. Un peu de tout, quoi. En fait, ouais, j'ai l'impression que mes réseaux, c'est un petit peu le compte Instagram ou le compte Facebook, tu vois, d'une personne lambda, mais qui est plus écoutée et plus vue. Donc, d'un côté, là, je me contredis, mais je fais très attention aussi à ce que je mets. Donc, oui, parce que tu sais quand même que tu as une audience, donc c'est normal de se mettre un peu la pression, quoi. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un truc précis. Je peux parler très bien de sport, que faire de la prévention contre une maladie, faire, j'en sais rien, ce qui te tient à cœur, mettre en avant un produit qui me tient à cœur et montrer mes amis, etc. Voilà, j'essaye de rester ouvert, en fait, et de pas m'enfermer dans une catégorie. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube en septembre 2020? Ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est, oui, on vit dans une génération aujourd'hui où on est vraiment habitué déjà à ce format maintenant sur YouTube avec des vidéos plutôt courtes. On a tout de suite la possibilité d'aller chercher vraiment ce qui nous plaît et pas de dépendre d'un programme qui est obligatoire ou dans une grille. Non, là, ça m'avait donné envie de tenter ce nouveau challenge. Et en fait, j'ai un peu abandonné, j'avoue. Genre le projet t'a fait mais en fait plus du tout. Non, mais en fait, comme on le dit tout à l'heure, je fais quand même déjà pas mal de choses et je me suis rendu compte que voilà, YouTube, c'était pas ma priorité. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les 4-5 vidéos que j'ai mises en ligne, mais je me suis rendu compte que YouTubeur ou Instagrammeur, etc., c'est un putain de vrai métier, quoi. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'argent et ça prend... c'est un métier, donc il faut des connaissances, il faut connaître aussi des personnes du milieu. Et moi, j'avais pas suffisamment de temps ni d'énergie pour me concentrer à 1000% dans ce projet. Et moi, quand je me lance dans un projet, j'aime bien le faire à fond. Et là, c'était pas possible. Donc, j'ai abandonné là pour le moment un peu YouTube. Tu verras ce que t'en fais, en fait. Et après, on verra plus tard. Ça se trouve, je vais décider de reprendre et on verra, quoi. Je regarderai, en tout cas. C'est gentil, merci. Alors, t'es surtout
nageur paralympique, on le sait, plusieurs fois médaillé. Et en 2020, tu as quand même annoncé ta décision de ne plus participer aux prochains Jeux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient cette décision? C'est ça. En fait, il faut savoir dans le paralympisme, donc dans les Jeux paralympiques, on est classé par catégorie de handicap. En natation, il y a 10 catégories pour faire simple. Et du coup, de S1 à S10. S comme swimming. Et après, les chiffres qui montent de 1 à 10. Et S1, c'est les handicaps les plus lourds. Donc, par exemple, des tétraplégies, des handicaps très, très, très lourds. Et S10, c'est les handicaps les plus légers, quoi. Ça va être une amputation sous une jambe atrophiée, tout ça. Et moi, j'étais en catégorie S5. Et parfois, au sein de ces classifications, au sein de ces catégories, des fois, il y a des inégalités. Parce que c'est vrai, il n'y a pas un handicap qui se ressemble, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais bon, je pense qu'on pourrait faire quand même les choses un peu mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en 2020, justement, je suis allé au championnat d'Europe où j'étais potentiellement le futur champion d'Europe parce que l'année d'avant, j'avais fait 2 médailles d'argent au championnat du monde. Et là, à ces championnats d'Europe, il n'y avait pas le Brésilien qui m'avait devancé l'année d'avant. Donc, j'allais là-bas assez confiant. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé face à des inégalités dans les catégories parce que j'ai nagé contre 3 mecs qui avaient leurs 2 mains et leurs 2 pieds. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'ils sont un petit peu avantagés. Mais c'est trop bizarre. Je sais pas, qui fait ces catégories, en fait? Enfin, désolée, c'est hyper intéressant pour le coup. Mais c'est clair, je suis hyper surprise d'entendre ça. Mais en fait, les gens hallucinent à chaque fois, et moi le premier, parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris pourquoi. Non, mais J'ai c'est toujours fou. pas compris. En fait, on passe des classifications, donc c'est à la fois médical et un examen dans l'eau. Donc Ouais. en fait, il y a une première partie où ils nous examinent sur une table avec des kinés, etc., pour voir un petit peu notre pathologie, nos articulations, etc. Et ensuite, ils nous regardent nager. Et à la fin, ils nous donnent une classification. Et il s'avère que parfois, les classificateurs qui viennent d'une nation avantagent les nageurs qui viennent du pays qu'ils représentent. D'accord. Donc c'est ça qui, toi, t'as plus donné envie, en fait, de participer parce que tu trouvais pas ça juste, en fait. T'imagines, tu vois, je t'ai dit, je pars chez mes parents à 13 piges, Ouais. tu fais des sacrifices de fou depuis toujours, et en fait, tu te rends compte que l'espoir d'un jour devenir champion d'Europe, champion du monde ou même champion paralympique, il s'éloigne de plus en plus, non pas parce que tu t'en donnes pas les moyens, mais parce que c'est physique. Demain, ça te permet d'avancer plus vite contre un mec qui en a pas, quoi. Et ils ont rien. Tu peux pas faire appel pour ce genre de choses? Il y a rien à faire, en fait? En fait, il faut faire appel à l'aide de ta fédération, etc. Mais en fait, moi, j'ai jamais été très copain avec la fédération, enfin la nouvelle fédération qui était à mes côtés. Et en fait, ils se sont pas battus plus que ça, quoi. Donc non, on s'est retrouvé un peu seul parce que je me suis vraiment battu avec mon agent, avec mon entraîneur. On a fait des lettres, etc. On voulait même s'associer avec d'autres nageurs. Mais ça a été très difficile et c'est hyper décevant, en fait, de te voir un peu tout seul face à une problématique aussi grande, quoi, aussi flagrante. Ouais, c'est vraiment pas normal. Mais l'avantage, c'est que tu t'es servi de tes réseaux sociaux pour créer un petit peu tes propres règles et tes propres challenges, parce que si vous ne suivez pas Théo, il y a quand même un truc que tu as accompli là. On va quand même parler de ça. Tu as quand même réussi à traverser à la nage le lac Titicaca en Amérique du Sud en 11 jours avec 2 partenaires. Tu sais que moi, je ne sais pas nager en eau libre, hein, je te le dis. Ah ouais. Non. Alors déjà, félicitations, parce que bon, moi, je saurais jamais faire ça. Donc, je trouve ça hyper cool que tu te sois lancé ce challenge. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça t'a apporté et de la manière dont tu as décidé de le documenter sur tes réseaux sociaux, mais aussi dans un livre? Et en fait, déjà, ce défi, psychologiquement, il m'a fait beaucoup de bien. Psychologiquement, il m'a fait beaucoup de bien parce que t'imagines que quand tu prends ces décisions d'arrêter la compétition alors que c'était pratiquement toute ma vie, c'est difficile. En plus, c'était dans une période encore plus difficile parce que j'ai pris ces décisions en plein confinement. Ouais. Et donc là, c'était vraiment chaud, hein, vraiment dur dans ma tête. Tu t'es pas facilité la vie, on va pas se mentir. Non, c'est clair. Ça aurait pu être plus simple, mais pas clair. du tout. Non. Mais moi, j'aime bien rajouter un petit peu de suspense, je un vois peu de piment. Tiens, si je traversais un lac comme ça en 11 jours, bien sûr. Non, et tu vois, en fait, c'était encore une fois en discutant avec ma manageuse, on a vraiment discuté parce que j'étais pas bien, j'étais vraiment pas loin du burn-out. J'ai pas peur de le dire, tu vois, même pas 22 piges. Il y a pas d'âge. Hein. Voilà, j'étais vraiment pas bien, vraiment triste, vraiment anxieux et énervé contre tout. Et là, on a pris cette décision de créer mes propres défis. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, c'est ça qu'il me faut. Je veux plus dépendre, en fait, d'une fédération qui ne m'écoute pas. Je veux plus dépendre de règles qui me correspondent pas. Je veux créer mes propres challenges. Et ça se trouve, il y aura encore plus d'impact, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait en créant une histoire
en partant de zéro. On est parti d'une feuille blanche et voilà, le cahier, le cahier c'est écrit petit à petit et ça a été juste génial parce que voilà, on a eu cette idée en fait de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça c'était vraiment un souhait personnel. Je voulais partager cette expérience avec d'autres personnes. Donc, j'ai été accompagné d'une ancienne nageuse olympique, Malia Metella, et Mathieu Wittvoet, un éco-aventurier. Et ensemble, en novembre dernier, on a traversé le lac navigable le plus haut du monde. C'était une expérience de dingue. C'est fou quand même. Non, mais moi, je trouve ça impressionnant comme quoi, en fait, tu peux tout faire, quoi. Enfin, on peut tout faire. Mais c'est clair, c'est clair. C'est hyper inspirant. Et c'est ça, en fait, quand tu te retrouves face à une feuille blanche, c'est à la fois excitant, mais aussi un peu déstabilisant. Tu te dis, OK, mais là, je prends quand même un gros risque. On part de rien. Il y a quand même 50% de chance minimum que ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, en effet. Et en fait, voilà, il faut y croire très, très fort. Et même quand tu fais face à tout un tas de problèmes, parce qu'on en a rencontré des problèmes en écrivant une histoire comme celle-ci. Et on n'a pas lâché et on est allé au bout, donc c'est génial. C'était aussi le moyen pour toi de donner une plateforme à toutes les questions écologiques du coup sur place. J'ai vu que tu en avais pas mal parlé. À quel point ça te touche ces sujets qui concernent l'environnement, l'écologie ? Bah en fait, la force de te lancer tes propres défis et tes propres expéditions, tout ça, et bah, ça veut dire que tu véhicules le message que tu souhaites. Et c'est vrai que là, moi, j'avais envie de mettre en avant un message à travers cette aventure. Et le message, il a été assez simple à trouver parce que quand j'ai cherché la petite équipe qui allait m'entourer sur cette expérience, et ben, j'ai rencontré Mathieu Wittvoet, justement. Et il est éco-aventurier. Alors, qu'est-ce que c'est éco-aventurier ? C'est tout simplement un mec qui part faire des expéditions, des aventures un peu partout dans le monde, mais toujours avec une idée environnementale, tu vois, avec le moins d'impact possible sur l'écologie, en défendant vraiment une cause environnementale à 100%. Et en fait, de l'avoir dans cette aventure, eh ben, ça nous a apporté beaucoup sur ces sujets-là, parce que moi, je voulais me battre contre les solutions écologiques, etc. Pour trouver des solutions écologiques, surtout. Pas contre les solutions. Pas contre. C'était complètement con ce que je veux dire. Mais, et en fait, lui, il m'a apporté beaucoup de connaissances parce que finalement, moi, à part trier dans mon appartement, c'est tout ce que je faisais, tu vois. Des fois, tu as des idées, tu as des envies, mais on n'a pas suffisamment de connaissances. Et lui, il nous a apporté beaucoup de connaissances. Et à travers les réseaux sociaux, à travers nos interviews, toutes nos apparitions à la télévision, etc., on a pu défendre justement cette cause et on a pu récolter notamment un peu d'argent pour aider les associations locales pour nettoyer justement ce lac qui est juste majestueux, mais qui est malheureusement de plus en plus pollué. Eh ben, merci Théo pour ces réponses pour cette première partie. Tout s'est bien passé. Ça va, je suis bien. Là, je ne suis toujours pas partie, donc là, ça va. T'es bien, tout va bien. Tu bon. vas pas partir. Ok, parfait. Je pense que du coup, c'était hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui vont être hyper inspirés, à mon avis, par ton parcours. Et donc ça, c'était donc la première vision, ce qu'on voit de toi sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie qui est sous la toile. Donc, t'as presque 200 000 abonnés aujourd'hui qui te suivent sur Instagram. Indéniablement, on peut te mettre dans la catégorie des influenceurs, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu souhaiterais utiliser ton influence ? Waouh, tu fais souvent des sujets de philo. Écoute, j'ai fait un bac littéraire, tu vois. Ça se voit, ça se voit, voilà. J'avais 9 heures de philo par semaine, donc voilà. C'est pour ça, il y a des restes. Désolée. Non, mais donc du coup, déjà, alors, à partir de quel moment on est influenceur ? Non, je rigole. Non, en fait, non, mais c'est parce que, en fait, à partir d'un certain moment, c'est vrai que quand t'as pas mal de notoriété sur les réseaux, il y a des gens qui pourraient dire c'est un influenceur parce que t'as du monde et parce que tu postes, et aussi parce qu'on y viendra après, mais tu fais quelques partenariats. Donc c'est ce qui m'a permis de te classer dans la catégorie influenceur. Tu vas catégoriser du coup. Comment j'aimerais utiliser mon influence sur les réseaux ? Sur les réseaux, justement, c'est partager vraiment des petits moments de vie quelconque. Des fois, il y a des trucs de fou parce que c'est le résultat d'une de mes aventures. Des fois, c'est des trucs beaucoup plus légers parce que c'est une vanne ou j'en sais rien, je fais une photo avec un pote et tout. Mais en fait, c'est tout simplement prouver que malgré ce que j'ai vécu quand j'étais gamin, je mène une vie tout à fait normale et je suis hyper épanoui dans tout ce que je fais. Et j'aimerais en fait que les gens, ils arrivent à voir à travers mes réseaux sociaux la passion que je mets dans tout ce que je fais, quoi. Parce que je suis vraiment reconnaissant de la chance que j'ai en fait de faire tout ce que je fais chaque jour, quoi. J'ai un peu l'impression d'être privilégié aussi quelque part, de pouvoir vivre de mes passions. Tu vois, il y a plein de gens qui se lèvent le matin et qui font des métiers
un peu galère et ça leur fait moins rêver, quoi. Et Ouais. moi, quand je me lève le matin, j'ai cette chance de me lever et de me dire: «Waouh, trop cool, je vais faire ça et c'est ce que j'aime». Donc je suis vraiment reconnaissant de ça et j'aimerais que les gens, bah, ouais, puissent se rendre compte en voyant mes réseaux, ouais. Ah, c'est hyper inspirant. Et tu fais quelques partenariats avec des marques, j'ai vu. Comment est-ce que Ouais. tu les choisis? Alors moi, je fais très attention à ça, parce que j'ai pas envie de tomber justement dans cette catégorie, non, de placement de produits à 100 et tout et parce qu'encore une fois, moi, être sur Instagram, c'est pas mon métier, Ouais, principal. c'est Moi, c'est c'est un plus outil, en ça c'est fait. un outil, c'est un Ouais. plus, c'est un bonus, on va dire et c'est vrai que parfois, oui, je fais des collaborations avec des marques, mais parce que ça me plaît, parce que l'histoire me plaît et je trouve que, ouais, des fois, il y a même des similitudes avec mon parcours et cetera. Je fais beaucoup de trucs avec, l'armée de l'air. Moi, j'ai toujours été passionné par Ah l'armée et ouais? cetera. Je suis parrain d'un régiment, en Lorraine et tout. Donc, tu vois, il y a toujours une cohérence avec, mon histoire personnelle dans ce que je fais Ouais, c'est important pour tu vois, toi. avec d'autres marques parce que voilà, j'ai du mal, en fait, à vendre un produit, tu vois? À me dire: «Voilà, il faut acheter ce produit» et cetera. Mais c'est plus, pour, mettre en avant des valeurs communes, Que tu as avec une avec marque. la marque. Ouais, Tu as souvent été exposé sur des grands médias, tu es passé sur des plateaux télé, tu as ouais. participé à Fort Boyard, Ouais, à ouais, Pékin ouais. Express, tu as joué dans une série sur TF1. Est-ce que tu sens une différence, entre les retours que tu as quand tu postes du contenu sur les réseaux sociaux et puis, le contenu en fait qui se passe, à la télévision? Tu as l'impression qu'il y a une différence de génération? Est-ce que par exemple ça t'arrive de tu vois, tu vas faire tes courses et tu te fais reconnaître par quelqu'un qui t'a vu dans Pékin Express et à contrario, je sais pas, tu vas dans un bar et tu te fais reconnaître par quelqu'un qui t'a vu sur les réseaux? C'est clair. Bah, ouais, mais en fait, je suis hyper content de ça et justement, je pense que ce qui fait, notre force aujourd'hui, c'est, d'avoir la possibilité de témoigner et de partager notre parcours à travers plein de médias, Mmh. différents. La télé, c'est un média, ancien, mais qui fonctionne toujours à fond et c'est vrai que c'est un autre public et c'est vrai, tu l'as très bien dit, quand je vais aller faire mes courses, je peux me faire, reconnaître, par une maman parce qu'elle m'a vu, dans Pékin Express ou Mmh. parce qu'elle est fan de Plus belle la vie, parce que j'ai fait un peu de Plus belle la vie pendant un mois et puis je vais aller à une soirée et puis, bah, peut-être que ça va être des jeunes qui, ont écouté, un podcast ou qui ils m'ont vu dans une vidéo sur Ouais. YouTube et cetera et c'est ce que je trouve génial parce que la chance qu'on a, c'est de pouvoir, ouais, témoigner sur plein de plateformes différentes et en plus on touche un public différent à chaque fois et Ouais. c'est trop cool, je trouve. C'est quoi ton lien avec ta communauté quand tu les rencontres? C'est quoi qu'on te dit? Qu'est-ce que ça te fait toi de voir les gens, comme ça qui te suivent, qui te soutiennent, quand tu les croises? C'est, un peu bouleversant, je trouve, Mmh. quand on rencontre, des abonnés ou tout simplement des personnes qui nous suivent. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais, ces gens-là, ils vivent un peu avec nous quelque Ouais, part c'est vrai. et même parfois, c'est un peu déstabilisant parce qu'ils vont me sortir, tu vois, une subtilité, un truc, une toute petite partie d'une story Ah oui, ou genre ouais, vraiment ils suivent ils à suivent fond, à fond et en fait, tu te dis: «Ah ouais, mais comment tu sais ça?» ou «Comment tu sais le prénom de mon pote?» parce que: «Ah mais oui, c'est vrai, je l'ai mis en story». tu l'as mis genre une fois et Ouais les et gens puis s'en j'ai dû dire souviennent. son prénom et en fait, tu te rends compte, ouais, vraiment que les gens vivent avec nous donc je pense qu'il faut faire attention aussi, Mmh. parce que, je pense que c'est important aussi de garder son jardin secret, Ouais, de pas trop dévoiler non plus mais c'est vrai que c'est bouleversant et ça fait du bien de se sentir, mmh, autant soutenu, et c'est vrai que soutenu. ça fait du bien de se sentir autant soutenu. Mmh. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Comment tu gères parfois les gens qui, via ton handicap, peuvent avoir parfois sur, les réseaux des questions qui peuvent être soit indiscrètes, soit déplacées? Parce que je pense que ça a déjà dû t'arriver. Comment tu gères ce genre de situation? Alors c'est assez fou, mais j'ai jamais, Ah, ça t'est jamais trop arrivé? enfin jamais, non, il y a toujours eu, voilà, quelques personnes, malveillantes, c'est Mmh, évident. De toute façon, plus on est médiatisé, c'est vrai. plus on est mis en avant, plus il y a de, entre guillemets, «jaloux» et de personnes pas sympas. Mais, je suis agréablement surpris, justement parce que j'ai jamais eu trop de problèmes, avec ça, ouais. J'ai jamais eu de grosses insultes, Ouais, plein de personnes d'un coup qui se jamais de moquent de questions moi. genre, indiscrètes ou gênantes pour Forcément, il toi. y a eu des Tu questions en as, mais c'est indiscrètes pas beaucoup, quoi. et gênantes, mais justement, moi, je les trouve intéressantes ces questions-là, tu OK. vois? Moi, je suis très ouvert, sur la vie en général et quand, les gens me posent des questions sur, la manière,
voilà, comment je vis, Mmh. comment je fais l'amour, etc., qui sont des sujets tabous un peu aujourd'hui, et ben ça me fait pas peur et je leur réponds parce que je préfère répondre à leurs questions un petit peu gênantes Ouais, au lieu au lieu de faire de comme rester si avec des a priori et tu vois, ah des ouais. préjugés. Ouais, il J'ai vaut peur mieux que les casser gens, les tabous, ouais, en fait, ouais. c'est ça. Tu vois, des fois, vaut mieux répondre à une question un peu gênante que comme ça la personne, elle a la réponse à sa question. Et je préfère ça que la personne, en fait, reparte avec, tout un tas de préjugés Ouais, c'est et hyper d'idées, intéressant. préconçues dans leur tête, Au quoi. final, tu fais un peu de l'éducation aussi sur certaines personnes qui sont pas hyper au courant C'est de ça. de ce que c'est que vivre avec un handicap, Mais quoi. c'est ça, parce que bah, franchement, si on n'a pas une personne handicapée dans notre entourage ou si on n'est pas personnellement touché par le handicap, eh ben, on peut pas savoir, on n'a pas la réponse à ces questions-là. Donc je trouve que les réseaux sociaux, c'est un bel outil aussi pour répondre à ces questions un petit peu tabous et pour toucher vraiment le plus grand Mmh. nombre, quoi. C'est hyper intéressant et dans ta communauté, est-ce que tu as l'impression d'avoir touché à la fois des gens qui ont vécu des accidents comme toi, ou un parcours qui peut aussi s'identifier à toi, mais aussi des personnes qui sont pas concernées, mais qui peuvent être inspirées quand même par ton parcours? Ouais, 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 et c'est ça, dont je suis le plus fier Ouais. aujourd'hui. C'est, j'ai une communauté, hyper, hétérogène en quelque sorte parce que, je suis à la fois, suivi par, des personnes en situation de handicap ou des Mmh. personnes qui ont souffert, d'un pépin, quelconque, mais Mmh. aussi des personnes où, voilà, ils sont passionnés par le sport, ils sont, passionnés de la télé, donc ils m'ont vu dans une émission Mmh. et je trouve ça trop, trop cool parce que finalement on est tous ensemble, tous un peu mélangés et c'est juste génial et c'est ce qui fait la force des réseaux sociaux justement parce on est un peu tous dans le même bateau, quoi. Mmh. Tu souvent, en fait, dans tes commentaires, ce qui revient, j'ai l'impression que c'est que les gens, ils sont très inspirés par ton parcours et ils te voient un peu comme un modèle. Est-ce que parfois ça peut te mettre un peu la pression, en fait, de te dire: «Ah bah, il faut que je fasse, toujours plus, ce sera quoi le prochain défi? Il faut absolument que je sois comme ça, comme ça, comme ça, parce que les gens prennent exemple sur moi». Ça te met la pression des fois ou Ouais. t'es assez chill par rapport à Non, non, ça? c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, c'est vrai que ça met une pression. Ça met une Ouais. pression, c'est évident et c'est ce que je dis souvent, vraiment, il faut pas tomber dans ce piège en se disant: «Je vais faire ça pour les autres» parce que sinon tu t'en sors plus, quoi. Mmh. Donc j'essaye de prendre un peu de recul justement sur tous les commentaires, sur tous les messages que je reçois au quotidien parce que j'ai pas envie d'avoir une pression supplémentaire. Ouais. Je trouve que tout ce qu'on fait déjà, d'être un peu médiatisé, d'être sur les réseaux sociaux, c'est Mmh. une pression au quotidien parce qu'on Ouais, a c'est peur vrai. de dire une chose un peu, mal placée et etc. Donc ouais, je fais très attention à ce que je dis et à ce que je fais surtout parce que j'ai pas envie d'avoir une pression supplémentaire. Alors, question, tu le droit de c'est une question que je trouve très intéressante. Tu racontes souvent dans tes interviews que quand tu as commencé à nager, ça t'a permis en fait d'aimer ton corps et de l'accepter en fait un petit peu plus, parce que tu te mettais littéralement à nu et on le Ouais. voit aussi dans les photoshoots que tu fais sur les réseaux sociaux et cetera. Est-ce que exposer ton corps comme ça sur les réseaux sociaux, c'était une nouvelle étape franchie pour toi? Ça t'a aidé dans l'acceptation de ton corps un peu plus ou est-ce que tu étais déjà bien, dans ta tête et dans ton corps avant? Je pense que j'étais déjà vachement bien dans ma tête, dans mon corps grâce à la natation justement Ouais. parce que moi franchement, au départ j'étais, vraiment mal à l'aise même, dégoûté de mon corps. Je pouvais pas me regarder dans un miroir alors que j'avais 7 8 ans, hein, Ouais. et j'avais vraiment beaucoup de mal et c'est vrai que la natation m'a vraiment permise de reprendre confiance en moi, d'accepter mon corps parce que forcément, avant de nager, quand j'allais faire mes courses, j'essayais de cacher mes bras, de cacher mes prothèses un maximum. Quand tu arrives au bord de l'eau, tu peux plus te cacher, tu es en maillot de Ouais. bain et Ouais. tu es forcément, heu, confronté au regard des autres. Et là, du coup, ça m'a permis de reprendre confiance en moi et les réseaux sociaux, quand j'ai commencé à mettre un peu des photos où on voyait mon corps, avec les photoshoots, avec, certaines campagnes de pub et cetera, Mmh. je pense que le chemin et le travail était déjà fait. Mais par contre, je le mets toujours avec une idée, de message en fait en disant aux personnes qui me suivent: «Regardez, regardez mon corps, je suis amputé des 4 membres, c'est quand même assez impressionnant. Mmh. J'ai des cicatrices sur les bras et sur les jambes. Pour autant, j'arrive à m'afficher sur les réseaux comme Mmh. ça. Donc allez-y quoi, vous mettez pas nu sur les réseaux, c'est pas le message que je suis en train Ah de dire. bon? Ah Allez tous à bah poil, allez!» Non, non, le message c'est pas ça, mais c'est vraiment, prenons confiance en nous quoi. Si j'arrive à le faire, c'est pas parce que je suis super héros ou que je suis un super humain. C'est juste que, j'ai réussi à franchir, le mmh. cap, quoi. Et C'est quoi le conseil que tu donnerais justement aux gens qui ont du mal à accepter leur corps sur les réseaux?
Moi, en fait, je sais pas s'il y a une recette miracle ou un truc en particulier à retenir. Moi, je pense juste qu'on a tous, mais vraiment tous, la clé en fait au fond de nous. Mmh. C'est juste que parfois elle est plus difficile à trouver. Des fois, on va mettre une semaine. Des fois, il y en a, ils vont mettre plus de 2 ans. Des fois, même peut-être toute une vie avant de Mmh. prendre confiance en eux. Mais je suis persuadé qu'on a cette capacité et cette clé à surmonter nos pépins du quotidien et aussi cette confiance qu'on a en nous, quoi. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça a aidé les gens à justement voir en fait des physiques qu'ils ne connaissaient pas avant? Ouais. Donc par exemple des gens amputés, des gens qui sont brûlés, des bon, bah, bref, voilà, qui sont juste tout simplement différents et est-ce que du coup ça a adouci peut-être le regard, sur ces gens-là? Parce que tu vois, moi par exemple, une de mes très bonnes amies, c'est 12 février, Ouais, ouais. et en fait moi avant elle, je ne connaissais pas de Grand Brûlé Bah, ouais, ouais. et de passer du temps avec elle, de discuter avec elle, ça m'a vraiment permis déjà d'apprendre à la connaître et d'apprendre en fait comment est-ce qu'elle vivait, le regard des gens et je trouve que c'est beau ce qu'elle fait sur les réseaux Ouais, au même titre que toi. Tu as ouais. l'impression du coup que ça a aidé en fait les réseaux sociaux avec ça? Bah, c'est clair, l'avantage des réseaux, déjà, c'est qu'on donne la parole à tout le monde Mmh. et forcément, là, déjà, on gagne des points et quand on donne la parole à tout le monde, forcément, on est, confronté, à une ouverture, de schémas de vie, Mmh. de schémas personnels, mais infinis et c'est le cas et je trouve ça, juste génial. On peut tous un petit peu, s'identifier à quelqu'un sur les réseaux maintenant et c'est ce que je trouve génial et on peut tous aussi, trouver de la force, de Mmh. l'énergie dans chacun, d'entre nous et c'est vrai que voilà, tu parles de 12 février, mais il y en a Il y il y en en a a il y en plein, a il hein. y en a plein, mais sur tous les sujets, sur toutes les pathologies, sur tous les parcours de vie et c'est ce que je trouve génial Mmh. et après, il faut faire attention parce que forcément, il y a aussi du mauvais, sur les réseaux mais moi, en fait, je trouve qu'on dit, beaucoup de mal sur notre génération, sur les réseaux sociaux, comme quoi on est bête, qu'on se fait beaucoup de mal, que les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux et cetera. C'est vrai, hein, c'est vrai que Ouais, ça c'est peut être vrai. très dangereux. C'est vrai que notre génération, elle est un peu bête sur certains sujets, mais moi, je la trouve aussi, c'est paradoxal parce que sur certains sujets, je la trouve très ouverte d'esprit, Ouais, notre génération. c'est vrai, non, bien Et sûr. on le voit sur les réseaux sociaux, Mmh. quoi. On voit des gens vraiment, suivis et soutenus par, des milliers, même voire des centaines de milliers de personnes, Mmh. et je trouve ça, juste génial. On est hyper ouvert d'esprit sur la sexualité, sur notre orientation sexuelle, sur nos façons de s'habiller et tout et je trouve ça cool. On s'ouvre de plus en plus et qu'il faut qu'on continue comme ça, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez paradoxal, en vrai, j'y avais jamais pensé mais tu as Ouais, il y raison. a il y a un peu, ouais, Tu as du raison. pour et du moins. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des vrais haters? Mais justement, je me pose un peu la question. Quand j'ai fait Pékin Express là, sur Twitter, mais c'était, Ah oui, mais génial. Twitter! J'adore. Mais qu'est-ce Mais que tu dis? il y a pas mais honnêtement, Faut tu pas vois? y Mais je aller! m'attendais à plus de haters, tu vois? C'est vrai? Vraiment. Mais par contre, je me suis pété des barres. Franchement, j'ai trouvé même limite plus drôle ce qui se passait sur Twitter que ce qui se passait à la télé. Je te jure. Les gens ont une capacité de commenter Ouais, une émission de télé, mais encore mieux qu'un match de foot, quoi. ouais, c'est vrai. Et les gens ont fait des punchlines et ont fait des blagues sur tous les binômes de Pékin Express et Ouais. sur mon agent et moi, parce que je l'ai fait avec mon agent. Et j'ai trouvé ça génial parce que même si des fois ils faisaient des vannes sur mon handicap et tout, il y avait, je sais pas, toujours une petite bienveillance en fait dans Ouais, leur truc. Ou alors peut-être je suis dans le monde des bisounours, des mais bisounours. Bah, au pire, après, j'ai tant envie de mieux, te j'ai envie de te dire, dire. je crois que quand on est victime de handicap, on prend aussi l'habitude de faire de C'est l'autodérision. clair, c'est clair. Donc je pense que pour toi, ça a dû être aussi, allez, Ben grave. marrant, quoi. Bah non, mais franchement, c'était trop drôle. Je me suis pété des grosses barres et je trouvais ça limite génial en fait que les gens osent faire des blagues sur moi. Parce qu'en fait, ils étaient en train de faire des blagues sur les autres binômes, sur Yoann Ouais, Ryu, sur ouais. Inès Reg et compagnie. Mais par contre, bah voilà, moi aussi j'en ai fait les frais et j'ai trouvé ça génial parce que les gens commencent à oser quoi et c'est cool, Mmh. c'est cool. Donc ça t'a pas fait de mal? Ça m'a pas fait de mal et il y a eu peut-être deux trois tweets, peut-être deux trois Un peu commentaires, trop déplacé, un quoi. peu déplacés, même, méchants, tu vois? Du style, «Ouais, ils sont avantagés, ils jouent de son handicap, nanani nanana». Mais en fait, je prends tellement de recul sur ça Mmh. que ça m'atteint pas, quoi et ça me fait limite de la peine pour ces gens-là parce que ça doit être sûrement des gens qui souffrent beaucoup plus que nous, quoi. Ouais, ça c'est vrai et ben, ça y est, ma dernière question que je pose Waouh, à tout le monde. OK. Comment est-ce que tu vois l'avenir des réseaux sociaux?
Ouais, je sais. C'est ma dernière question de philo, après c'est Ouais. fini. T'en avais pas fait à l'école, Non, c'est moi qui te fais. ouais, c'est clair, c'est moi clair. qui te fais Je suis allé les un petit cours. peu à l'école quand même, mais c'est vrai que je suis jamais allé en fait, ou pas beaucoup, ouais. À chaque fois, j'y allais pas beaucoup. Comment je vois les réseaux sociaux dans Je sais pas, dans 5-10 ans, entre 5 et 10 ans, comment est-ce que tu penses que là, on atteint déjà l'apogée? Est-ce que tu non. penses qu'il y aura encore plus de vidéos? Est-ce que tu penses que la photo va revenir? Je sais pas, tu vois, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est à fond TikTok, bien sûr, Ouais. qu'on voit Ouais. partout. Est-ce que tu penses que dans quelques années, il y aura un nouveau réseau social? Ben Il y ouais, en aura, fait, tu vois? pour Ouais. moi, je pense que dans 10-15 ans, enfin dans le futur, il y aura encore une nouvelle plateforme ou même Hmm. plusieurs nouvelles plateformes. Ouais, peut-être que ça va changer, le contenu va changer, peut-être qu'on va retourner sur de la photo, Hmm. peut-être qu'on va retourner sur des formats beaucoup plus longs. J'en sais rien, mais je pense qu'on va continuer à progresser sur le format et sur ce qu'on va mettre aussi à l'intérieur. Donc, non, moi, je vois du bien, en fait, pour les réseaux. Enfin, il va falloir être prudent. Il va falloir Ouais. continuer à être prudent sur ce qu'on dit, sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on écoute, sur nos témoignages. Mais moi, je vois vraiment un outil incroyable qui est à la portée de tous. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Trop bien. Merci Théo. Merci à toi. Merci d'être passé. Tout s'est très bien passé, comme tu Tout peux le s'est très bien passé. constater. Parfait. Parfait. Tu es libre. Tu peux aller à Merci la cour beaucoup. de récréation maintenant. C'est fini, les C'est cours clair. sont Merci. terminés. Salut Théo. Merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais rappeler que les réseaux sociaux ont une vraie incidence dans nos vies quotidiennes en fonction de ce qu'on y voit. À force en fait de voir plusieurs images, plusieurs corps et surtout plusieurs personnalités sur nos téléphones ou nos ordinateurs, eh bien à la fin, ça a obligatoirement une incidence dans nos vies quotidiennes. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que vous devez vraiment voir les réseaux sociaux comme un espace de diversité. C'est hyper important d'aller voir ce que les gens font et ce que les gens sont à droite et à gauche et ne pas seulement rester enfermé toujours dans le même type de contenu qu'on regarde parce que le monde est grand et les réseaux le sont tout autant. Par exemple, sur les réseaux, j'avais l'impression de toujours voir le même type de corps, le même type de personnalité, le même type de physique. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout représentatif des gens que je voyais dans la rue, tout simplement. Et là où ça m'a vraiment fait flasher, c'est quand j'ai rencontré 12 février, dont on a parlé dans l'épisode, qui est donc une grande brûlée. Et j'ai découvert à travers ces réseaux la difficulté qu'elle avait parfois à se confronter au regard des autres. Et j'ai trouvé que son parcours était très atypique et très beau. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que c'était important de donner de la voix aux gens qui font partie de minorités, comme par exemple Théo qui fait part de son handicap et qui, pour autant, ne se laisse pas marcher dessus et qui s'en sert comme d'une force et je trouve ça hyper beau. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, vous qui nous écoutez, de rester à l'écoute de ce qui se cache sous la toile. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Toile.